bonjour à tous les trois en attendant. Damien Pi, vous êtes cofondateur de Dantech. C'est une start-up qui est née en 2016 et aujourd'hui vous comptez 50 collaborateurs répartis en Vendée, donc sur le territoire, et puis aussi à Paris, vous avez une dizaine de collaborateurs. Vous fabriquez et commercialisez des produits made in France et écolo, respectueux de l'environnement. Votre objet phare, vous allez nous en dire plus tout à l'heure, c'est Bob, tout simplement, il s'appelle Bob. C'est un mini lave-vaisselle qui prend la place d'un égouttoir et il est à la fois design performant avec une durée de vie 5 fois supérieure à la moyenne et écolo puisqu'il n'utilise plus que 3 litres d'eau. Bonjour Éléonore, prenez place. Éléonore, vous êtes cofondatrice de SCI France, le collectif Startup Industriel France, qui a été lancé en 2021 par les industriels. Et la circularité, c'est un thème qui vous est très cher. Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. À vos côtés, Frédéric Camille Perret, bonjour. Vous êtes le PDG et fondateur d'Acrivia. Acrivia aussi a été fondée en 2016. Et c'est une start-up dans la deep tech. Et aujourd'hui, vous êtes 15 collaborateurs. Je précise que vous avez été lauréat à de nombreux prix d'innovation, notamment le concours d'innovation du plan d'investissement d'avenir, le concours ILAB aussi du ministère de la Recherche, de l'appel sélectif qui récompense des projets axés justement sur l'innovation de rupture technologique avec une dimension très forte en termes de circularité et énergétique. Et puis enfin, Grégory Richat, qui vous êtes le directeur associé d'OPO. Vous avez récemment, Grégory, l'an passé, publié une étude auprès d'une trentaine d'industriels sur le pivot circulaire. En quoi consiste justement un pivot? Pourquoi pivoter vers une industrie circulaire? Oui, bonjour, merci. Alors pourquoi pivoter? C'est la première question, effectivement. En fait, pivoter, c'est issu des startups où on est vendredi et on se rend compte que le modèle qu'on est en train de, le business model qu'on a quand on est startup ne fonctionne pas. Le week-end, on recode et lundi, on teste un nouveau business model. Bon, l'industrie, c'est pareil. On est jeudi là, mais on a tous vu avec les déclarations précédentes qu'on est dans un modèle industriel qui ne fonctionne plus à différents titres. Alors, il nous faudra plus qu'un week-end, mais c'est comment, dès demain, dès lundi, on se dit, OK, on ne va pas essayer de l'optimiser, ce modèle-là, parce qu'on est dans un modèle aujourd'hui qui est linéaire, où on extrait, on consomme et on jette, et il reste 92% de déchets, en fait, dans tout ce qu'on produit, donc c'est juste insoutenable. Comment, dès demain, on ne vient pas essayer de l'optimiser, parce que même si on fait 10-20% d'optimisation avec la croissance de la population mondiale, on n'y arrivera pas, donc il faut changer de modèle. Et donc l'industrie, aujourd'hui, elle est dans une obligation de changer de modèle, parce que les supply chains ne fonctionnent plus, qu'on ait un canal de Suez qui soit bouché, ou le Covid, ou quoi que ce soit, même faire venir par bateau du Texas, etc., des produits, c'est un risque aujourd'hui de ne pas être sur une entité régionale, on le voit encore même avec l'Ukraine. Il y a un problème de ressources, il y a 90% des réserves de cuivre aujourd'hui connues qui seront épuisées à 2050. Mais le cuivre, c'est la ressource qui remplace le pétrole dans la transition énergétique. Donc on est en train de tout rebasculer. Donc c'est super la décarbonation, mais c'est 50% du problème parce que l'autre problème, c'est la ressource. Quand on fait du panneau solaire, quand on fait des bobines de cuivre pour recharger les batteries, etc., on n'en a pas assez. Donc on ne peut plus être dans une logique où je prends et ma batterie, je ne sais plus ce que j'en fais, où on va tout mettre du cuivre de partout, ce qu'il n'y en aura jamais assez. On ne pourra jamais tous avoir une Tesla demain sur Terre, ça ne marchera pas. Et ensuite, de l'autre côté, quand on vend, on ne peut plus vendre des produits qui sont jetables, la demande ne l'acceptera plus. Moi, je veux plus acheter, on ne veut plus acheter un produit où il y a peut-être des enfants qui ont bossé dessus. Donc un iPhone, ça ne marche pas, je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas le réparer. Il y a peut-être des enfants qui ont bossé dessus au Congo, etc. Donc il faut des produits qu'on puisse réparer, allonger la durée de vie, parce que sinon on n'y arrivera pas, en fait, en termes même de business, quoi. Si on ne croit pas en l'environnement, en termes de business, aujourd'hui un produit obsolescent, ça ne se vendra plus. Et la réglementation ne l'acceptera plus. Et on a vu les équipes ne s'engageront plus demain dans les entreprises qui feront que, entre guillemets, planter des arbres pour compenser son carbone ou sourcer en Chine ou faire des produits jetables parce que comme ça, on va booster les ventes. Et il n'y a pas que les millennials, comme on entend. Il y a les quadras, il y a les gens qui sont 60 ans. En fait, il y a ces multigénérations. On est dans une génération climat qui soit sortira de l'entreprise
pour faire des startups et essayer de changer des modèles, soit essaiera de batailler en entreprise pour transformer de l'intérieur et qui n'acceptera pas les modèles aujourd'hui existants. Et ça créera de la complexification, comme on a vu tout à l'heure, où le collectif sera de plus en plus défaillant parce que les dissonances ne seront pas acceptées en fait, par les équipes. Donc il y a tout un tas de failles du modèle actuel. Et la croyance dans la technologie pour se dire, c'est un autre modèle, un autre élément du pivot, du constat qu'on peut faire, c'est toutes les solutions techniques de décarbonation, elles ne vont pas arriver dans les 3 ans. Elles arriveront peut-être dans 10 ans, 15 ans et commenceront à décarboner progressivement nos économies si tout va bien. Sauf que qu'est-ce qu'on fait dans les 5 prochaines années? Et la circularité, quand on peut décrire tout ce qui se passe derrière ces mots-là, c'est des leviers qui peuvent avoir des effets immédiats dans les 3 à 5 ans sur nos modes de consommation d'énergie et de ressources, nos usages, et avoir un impact pour l'économie beaucoup plus rapide en complément des leviers de décarbonation qu'il faut mener demain. Une fois qu'on a fait ce constat, on va voir comment agir. Mais d'abord, Éléonore Blondeau, quand on parle de circularité, on imagine souvent le recyclage, mais en fait, c'est en réalité beaucoup plus que ça. Oui, en effet, la circularité, c'est 7 piliers, donc Grégory en a déjà pas mal parlé, mais surtout, ça s'applique à tout type de produit. Une poignée de porte, une paire de skates, votre vélo, votre smartphone peut être circulaire, même si son utilisation n'a pas de rôle écologique et social. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que s'inscrire dans une démarche d'industrie circulaire, ça s'applique à tout type de produits et services, dont la première question est: ai-je besoin de développer ce produit et ce service? Donc c'est la question de la sobriété. Donc avons-nous vraiment, est-ce que la société a besoin de ce produit ou de ce service? C'est vraiment la première question. La deuxième, c'est si c'est la réponse est oui, qu'on a identifié un besoin, est-ce qu'un nudge, donc un biais comportemental, ne peut pas suffire finalement? Donc vous connaissez sûrement l'exemple de la fameuse mouche qu'on a mis à côté du trou qui a permis aux messieurs de viser et donc d'économiser des centaines de milliers d'euros dans l'entretien des toilettes publiques dans les pays nordiques. C'était pas un robot, c'était pas plus d'humains en personnel d'entretien, c'était une petite mouche à côté du trou qui a fait la différence. Mais si un nudge ça suffit pas, peut-être que ça peut être une low-tech. Vous voulez occuper un enfant tout un après-midi entre une voiture téléguidée avec la 5G, la blockchain, l'intelligence artificielle et un bout de bois, un champ, un parc avec des arbres et des cabanes, etc. Honnêtement, moi, si je dois occuper un gamin tout l'après-midi, je choisis le champ direct. Mais peut-être ça ne suffit pas parfois pour répondre aux besoins. Par exemple, si on veut supprimer l'usage unique dans les campus, entreprises et collectivités, peut-être qu'il faudra développer de la high-tech avec une machine, par exemple, qui lave automatiquement sur place des verres réemployables. Et cette high-tech, elle n'est pas nécessairement connectée. Mais effectivement, si on a un parc de machines qui est déployé chez des clients et qu'on veut savoir comment se porte le parc, où est-ce qu'il a mal, comment sont les stades d'économie d'énergie, d'eau, de gobelets, parce qu'il y en a aussi besoin d'un reporting pour les rapports RSE, etc. Là, il faut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux que je connecte ma machine, qui est déjà quand même avec de la transitique, de la mécanique, de la mécatronique, de l'électronique, de l'hygiène, mais qui n'a pas à ce moment-là encore d'IoT pour renvoyer de la data? Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai des techniciens sur les routes qui fassent des déplacements, qui donc génèrent aussi de l'impact et qui ne permettent pas d'avoir de la donnée en temps réel sur comment va le parc et où est-ce qu'il a mal et s'il se porte bien? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir effectivement de la data qui nécessite donc des capteurs qui sont très peu fabriqués en Europe et qui derrière génèrent aussi de la data qui elle-même a un impact environnemental? Et en fait, là, la décision, elle doit vraiment être prise du point de vue économique. Qu'est-ce qui est le plus efficace du point de vue économique pour moi et pour mes clients, et aussi environnemental. Et c'est seulement après avoir fait ce calcul d'impact, donc une ACV, analyse de cycle de vie, qu'on va décider ou non d'aller jusqu'à la digitalisation de son produit high-tech, ce que j'appelle moi une super high-tech. Et donc en fait, c'est vraiment comme ça que nous, on incite tous les industriels, donc nous, on représente les startups principalement, mais finalement, dans ce genre de conférences comme aujourd'hui, on s'adresse à l'ensemble des industriels. L'idée, c'est de réfléchir par le besoin et non par la technologie. Je vais faire un petit exemple que j'aime bien, parce que j'aime bien des images un peu fortes. Mais par exemple, moi, monsieur, je sais très bien lui mettre une baffe. Et c'est pas pour autant que je vais le faire. Comme la 5G, on sait l'utiliser, on sait la développer. C'est pas pour autant que tout le monde en a besoin. Voilà. Donc la réflexion, c'est de se dire qui a besoin de quoi et qu'est-ce que je peux lui apporter la juste quantité de ce dont il a besoin.
Voilà, c'est pas parce qu'on maîtrise une technologie ou un procédé industriel qu'on doit le développer à grande échelle. C'est est-ce qu'on en a besoin? Une fois cette réflexion faite, Éléonore, on a compris, on ne va pas forcément mettre une baffe et agir, mais comment on agit alors? Oh, il y a plein de leviers pour agir. Moi, aujourd'hui, je suis là pour représenter les startups industrielles. Donc, c'est les projets innovants qui reposent sur un produit matériel ou un procédé industriel, qui souvent quand même inclut évidemment une brique de soft, hein, mais qui était très peu valorisé dans l'écosystème startup jusqu'à présent, parce qu'on parlait principalement des projets purement software et de services, alors qu'il y a toujours eu des projets industriels. Damien, c'est pas tout jeune, il y a plein d'autres, EVK qui a 15 ans. Donc les startups industrielles, c'est pas nouveau, c'est juste qu'on les avait jamais mis en avant et qu'on s'en était jamais occupé. Et donc aujourd'hui, on proposait le même parcours à un Dantec qu'un Yuka, alors que clairement, ce n'est pas du tout les mêmes besoins en financement, en immobilier, en compétences humaines, en challenge réglementaire. Et évidemment, en face, on ne parle pas de Java, Python, e-commerce SaaS, on parle de Bantet, Design to Cost et Moule. Et c'est pas moule frites, quoi. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est que les gens dans l'écosystème startup, aujourd'hui, on leur dit moule, ils pensent à moule frites. Donc, en fait, l'idée, c'est avec le collectif, c'est de voir comment contribuer à ce que tous les acteurs de l'écosystème startup, incubateurs, accélérateurs, BPI, French Tech, DGE, cabinet ministériel, CCI, Métropole de Lyon, Métropole, pardon, tout court, région, fonds d'investissement, j'ai vu qu'il y en avait tout à l'heure, développe une culture dans l'amorçage industriel. Parce qu'évidemment, dans les grandes entreprises, ça existe très bien, dans tous les acteurs qui les accompagnent, mais en amorçage, ça n'existait pas. Et donc nous, on essaye d'accompagner ces acteurs à créer et développer cette culture pour ensuite mettre en face les solutions qui permettent de les développer. On va voir justement un petit peu avec Damien et Frédéric le côté pratique, puisque Damien, vous avez votre entreprise, elle crée et fabrique des produits grand public écolo made in France. Si on prend donc l'exemple de Bob, qui est votre lave-vaisselle super écolo, quelles sont les différences du point de vue de la circularité entre les autres fabricants de lave-vaisselle et vous? Alors, elles sont assez nombreuses. Alors déjà, pour revenir quand même juste sur la genèse de Bob, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait Dantec, dont Bob est le premier produit? C'est parce qu'on voulait prouver deux choses avec Dantec. D'une part, qu'il est possible de fabriquer en France des produits grand public à un prix abordable, parce que c'est bien de vouloir relocaliser, de vouloir faire la transition écologique et tout, mais pas à n'importe quel prix. Les consommateurs, ils changeront que si c'est un prix abordable. Et ça, il faut le dire, parce que souvent, on se dit, oui, il faut mettre des taxes en plus, etc. Non, nous, l'idée, c'était quand même que les gens puissent acheter des produits fabriqués en France et respectueux de l'environnement à un prix compétitif. Et le second volet, c'est prouver que c'est possible de conserver notre mode de vie, c'est-à-dire un mode de vie qui est quand même assez confortable, tout en sauvant la planète. Et donc, nous, on a un parti pris fort qui est celui du progrès. C'est-à-dire que nous, on est une entreprise qui croit au progrès. On a mis notre siège symboliquement aux 7 rues du Progrès pour cette raison. Et nous, en fait, on ne pense pas qu'il faut revenir au Moyen-Âge pour sauver la planète. Et donc, avec nos produits, c'est ce qu'on veut prouver. Et donc, le Bob, il s'inscrit dans cette démarche. C'est le premier lave-vaisselle au monde intégralement fabriqué en matériaux recyclés. Donc c'est vraiment une première, enfin, tout le plastique c'est intégralement recyclé, donc il y a eu plein de contraintes voilà, au niveau mécanique, au niveau endurance pour arriver à ça. Et d'ailleurs, en fait, si je peux donner une métaphore, c'est même une réincarnation de produit, puisqu'en fait, le plastique qui sert à fabriquer le capot du Bob, en fait, c'est les anciennes Freebox. Vous voyez les boîtes blanches, ces boîtes blanches-là, elles sont du coup désossées, broyées, fondues en petites billes, et ces petites billes sont refondues et injectées en pièces de Bob. Et donc du coup, c'est une belle réincarnation. Et quand on parle de circularité, de circuit court, en fait, ça signifie que la source, elle est non plus dans des pays pétroliers, mais en France, puisque c'est du déchet post-consumer. Frédéric, je le disais tout à l'heure, vous avez fondé Acrivia avec une dimension très forte en termes de circularité et d'efficacité énergétique. Comment justement intègre-t-on ces deux notions dans le projet d'innovation? Donc effectivement, ça a été intégré dès le départ en fait. Nous, notre métier, c'est de mettre en forme des jets plasma qui sont à 6 fois la température de la surface du Soleil. Donc c'est vraiment une deep tech qui s'appuie sur une démarche de science au départ et d'innovation par la connaissance. Et on s'est posé la question dès le départ à quel type de métier on voulait appliquer ça. Et naturellement, on s'est rendu compte que l'acier, qui est au cœur de toutes nos infrastructures, les mâts d'éoliennes, tout ce qui fait la vie dans un monde
de progrès dont on vient de parler, aujourd'hui étaient découpés avec des procédés qui avaient 70 ans et sur lesquels on pouvait beaucoup améliorer l'efficacité énergétique. Ça, c'est notre valeur ajoutée. Et le choix fait de se consacrer à ces matériaux-là, les matériaux métalliques, en particulier l'acier, qui est un matériau extrêmement recyclable, facilement d'abord triable par le système magnétique, et qu'on peut réinjecter dans l'économie. Ça fait partie des matériaux les plus recyclés aujourd'hui. C'est une ressource aujourd'hui, l'acier dans nos pays européens, qui est réutilisé par certains acteurs pour le réinjecter dans l'économie. Et c'est aussi un matériau qu'on peut produire demain de manière décarbonée, alors qu'aujourd'hui il est produit à partir de charbon pour faire l'acier. Donc en fait, on s'est tout de suite projeté dans l'avenir en disant, est-ce que notre technologie, elle va bien servir à améliorer quelque chose qui est un matériau d'avenir et pas seulement un matériau du passé. Ce qui n'a pas été forcément facile à expliquer aux gens de l'écosystème des startups qui étaient plutôt habitués au digital, comme disait Éléonore. Et moi, j'ai bien aimé le parallèle. Moi, on m'a dit souvent, en fait, toi, tu es la deep tech du low tech. Et ouais, nous, on fait une innovation dans une filière industrielle qui a des siècles d'histoire et qui a un peu été oubliée en termes d'intensification énergétique, d'innovation difficile dans la profondeur. Mettre en forme ces plasmas, c'est pas simple. En fait, c'est diaboliquement difficile. Il faut des années de recherche, il faut des thésards, il faut des spectromètres. Et le fait de dire, on va contribuer, nous, dans cette filière-là, au niveau de la découpe 3 fois plus précise que le plasma existant, on s'est dit, oui, ça c'est bien, rentrer dans une logique désirable d'économie décarbonée et circulaire. Grégory, Richard, là on voit des startups qui se sont lancées directement dans la circularité, mais pour des grands groupes qui existent depuis plusieurs années, comment se lancer dans la circularité? C'est plus compliqué? Alors, c'est pas forcément, c'est d'autres complications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a soit les entreprises nativement circulaires dont vous faites partie, et avec toute la contrainte on est une start-up industrielle dont Éléonore t'a aussi parlé, de faire émerger un nouveau modèle, les contraintes d'investissement, de compétences, comment je fais du Made in France, alors que voilà, il y a Kipit qu'on suit, qui fait des bouilloires, qui a du mal, par exemple, à industrialiser, alors qu'elle a déjà des clients, qu'elle est commercialisée chez Monoprix, quoi. Donc, on marche sur la tête, en fait. Mais voilà, c'est très compliqué pour les startups industrielles versus des startups de la tech. Je parle du digital, de pouvoir émerger. Et les autres, c'est les industries nativement linéaires, donc dont on bénéficie tous les jours avec ce qu'on achète quasiment. Et leur problème, c'est le legacy, quoi. C'est-à-dire qu'on est elle, si elle arrive à basculer dans le circulaire, un groupe du CAC 40, s'il bascule dans le circulaire, un Schneider Electric, un Total, un Michelin, ils peuvent changer le monde parce qu'ils sont répartis, ils vont tirer tout derrière. Donc il y a un enjeu énorme à ce que ces entreprises linéaires basculent. Mais pour eux, ça veut dire presque tout réinventer. Parce que moi, on travaille pour des constructeurs aujourd'hui de tout type, de camions, de pelleteuses, etc., qui vendent et derrière ne font un peu de maintenance, mais ils font rien. Et ils doivent apprendre à se dire, mais en fait, mes produits, comme je suis constructeur, ils sont plutôt de bonne qualité, comme on est en France, je pourrais les récupérer, les remanufacturer, c'est-à-dire que je peux les redémonter complètement, les remanufacturer. C'est 80% de CO2 en moins quand même sur un produit. Donc on peut décarboner avec l'hydrogène, on peut aussi récupérer son produit, le remanufacturer, et on a fait beaucoup plus d'économies presque, et beaucoup plus vite que... Voilà. Donc on peut avoir un modèle qui est super différenciant sur son marché. On peut chercher à allonger la durée de vie d'un produit, mais quand on fait ça, est-ce que mes produits sont adaptés pour le faire? Est-ce que quand je vais dire à mon client que je vais dire, mais tu sais, tous les 3 ans, il faut changer ton produit, et maintenant je dis non, en fait, si tu changes cette pièce, il peut durer 5 ans, voilà, il y a peut-être un petit mauvais quart d'heure à passer, mais voilà, il faut quand même l'assumer à l'échelle mondiale, ces choses-là. Donc il y a un legacy sur son marché. Il y a comment je fais pour mettre mes produits dans mon usine SAP. Je ne peux pas le faire sur SAP. J'ai un client, c'est 30 millions d'euros d'investissement SAP pour mettre en place une boucle de circularité parce que mon IT ne me permet pas. Comment je convainc mes commerciaux que ce n'est pas parce que tu vas vendre 2 fois de moins de produits neufs, mais par contre tu vas être sur d'autres types de ventes, que ton bonus ne va pas être réduit. Comment on prend, voilà, il y a la qualité, etc., à convaincre, etc. Donc il y a tout un travail en interne de changement où il n'y a pas un seul chemin. Il y a des entreprises qui aujourd'hui, si on devient entreprise à mission, on fait partie de la Convention citoyenne pour le climat. Ils se posent même la question, je vois des comités de direction, ils disent mais est-ce qu'il faut décroître? Donc, alors, ça peut dire qu'ils vont décroître, mais ils se posent des questions très fortes en fait, dans un comité de direction. Eux, c'est comment on percole dans l'entreprise cette vision-là et que ça devient des business models. Moi, le vrai indicateur dont on parlait tout à l'heure, les résultats dans un an, c'est quoi le chiffre d'affaires circulaire avec des solutions circulaires que vous allez faire dans un an?
C'est pas le nombre de projets, de posters, etc. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est un modèle économique. Et il y a des autres où on a des super-héros dans l'entreprise qui innovent sur note de frais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils s'achètent une table chez Ikea, ils vont chez Kiloutou, machin, pour tester de réparer un produit, mais ils ne peuvent pas le passer dans les investissements classiques de R&D parce que c'est pas... Et donc ils le font vraiment sur note de frais. C'est qu'ils bidonnent, qu'ils ont fait une soirée d'équipe, alors qu'en fait ils sont allés acheter une table chez Ikea pour... je l'ai vu pour de vrai, quoi. Et ben, ces super-héros-là, pendant 3 ans, ils font des POC tout seuls, ils se font ou pas entendre par une direction, mais là on vient par le bas, et il faut que ça percole vers le haut. Et en fait, la meilleure façon, nous, qu'on a d'accompagner ces clients-là, c'est de faire la transformation par ses clients. C'est-à-dire que si vous êtes un industriel linéaire, vous changez de modèle, ce n'est pas optimiser son produit, c'est changer de modèle économique, avoir de nouveaux business models avec de nouvelles ressources recyclées qui vous différencient sur les marchés, de la réparabilité, etc. Et ben, allez poker avec un client, ou 2, ou 3, parce que ça fait changer toute l'entreprise. Un patron, quand son premier client dit « Attends, tu ne fais pas de circulaire, mais si tu en fais, on fait un POC cette année », ben ça, c'est la voie la plus accélérée et la plus efficace de se transformer sans se planter. Et donc, c'est cette approche qui sont du coup très start-up, pas du tout cycle en V ingénieur, mais complètement tournée par l'usage et le besoin, où on va poker un truc sans trop investir avec 1, 2 clients. Et ça peut prendre... trouver un POC, nous, avec n'importe quelle entreprise, c'est 4 mois. Sur un business model, c'est pas très compliqué. Par contre, après, ça peut prendre 6 mois, 2 ans pour tester selon l'intensité, etc. Mais en tout cas, voilà, la meilleure façon de transformer, c'est par son marché, en allant structurer son marché, en devenant leader et en prenant un coup d'avance et en innovant par l'usage et par des choses tout de suite appliquées et utilisées par des clients. Donc, c'est changer le modèle. Quels sont les outils, justement, aussi pour changer ce modèle? Là, on voit des startups, mais pour les grands groupes, il y a aussi des freins, à la fois dans les startups, mais à la fois dans les grands groupes, où c'est tout le modèle qu'il faut changer, comme vient de l'expliquer Grégory. Ça, il y a vraiment, en fait, il faut accompagner la transformation des PME, ETI et grands groupes. Donc là, il y a la French Fab, il y a France Industrie qui est là. Et cette transformation, elle peut se faire, donc évidemment en interne, mais aussi par le biais des startups numériques ou industrielles qui sont là. Il y a une plateforme Tech in Fab qui aide les PME, ETI et grands groupes à trouver des startups qui peuvent les aider à se transformer. Et les startups, elles ont besoin des PME, ETI et éventuellement grands groupes pour s'industrialiser, puisque dans les différents freins que j'ai cités tout à l'heure, les solutions, donc nous, on en a fait un manifeste, donc chacune des thématiques que j'ai citées, on a des groupes de travail qui visent à identifier des actions qui pourraient déjà exister dans certains territoires ou chez certains acteurs publics ou privés. On essaye de les référencer et de les valoriser dans un manifeste qui est dans l'onglet Nos solutions de notre site web, csifrance.fr. Et parfois, les solutions, malheureusement, n'existent pas. Donc, par exemple, en ce qui concerne le financement en fonds propres de la phase de pré-industrialisation des startups, qui rencontre généralement 3 phases. Phase de R&D prototypage, où on valide son marché, on définit le besoin fonctionnel de son produit. Phase de pré-industrialisation, on va faire le design to cost, créer les outils, la documentation de production, faire tout ce qui est normes, homologation, certification et tests d'endurance. Et puis, grande CI, créer sa propre usine si on veut pouvoir produire soi-même. C'est beaucoup pour les innovations de procédés, mais après, ça peut être aussi un choix du dirigeant. Et quand même, il y a beaucoup de produits manufacturiers où parfois, il n'y a pas de nécessité d'avoir sa propre usine, mais par contre, d'avoir plutôt ses propres outils, ses propres docs. Et là, on va avoir un sous-traitant qui peut produire pour nous. Ça peut être aussi des nouvelles opportunités de business pour les PME, ETI et grands groupes qui peuvent être en nouvelle recherche de nouveaux business. Donc, il y a cette 3e phase. Et donc, pour la phase de pré-industrialisation, aujourd'hui, il y avait pas de financement en fonds propres disponible. Enfin, il n'y a quasiment pas encore à l'heure actuelle de solutions disponibles. Donc l'idée, c'est de créer des fonds d'investissement en amorçage à capital patient qui investissent dans cette phase-là. Ça veut dire qu'ils comprennent la culture industrielle des fonds CapDev avec la culture du risque des fonds d'amorçage et qui développent des fonds qui sont sur minimum 8 à 10 ans, voire evergreen, c'est-à-dire sans vraiment date de fin, mais qui proposent des solutions de liquidité pour les souscripteurs à partir d'une certaine date avec un système de marché de l'occasion des parts du fonds. Ça, c'est une solution. Une autre, c'est de créer des lieux adaptés à cette phase de pré-industrialisation toujours, parce que phase 1, vous avez les Fab Labs, phase 3, vous avez donc les usines, l'appel à projet première usine, etc. Mais la phase 2, l'entre-deux, on a besoin entre 500 et 1000 m² en moyenne sur les startups industrielles, mais on a besoin aussi de pouvoir mutualiser des équipements et surtout, on a toujours besoin de cet esprit de communauté, d'entraide et de codev avec les autres entrepreneurs de
notre milieu. Et donc là, il faut créer ce qu'on nous on a nommé des repères de l'industrie. Et donc là, on travaille avec les propriétaires fonciers qui, en fait, aujourd'hui, ne trouvent pas de locataires alors qu'ils ont des bâtiments qui sont vraiment parfaits pour répondre aux besoins. Sauf que ce n'est pas que le bâtiment, c'est aussi, comme j'ai dit, des équipements, une communauté, et il faut pouvoir le financer. Donc il faut des acteurs comme la Banque des Territoires, Adam Invest, etc. pour financer de l'infrastructure. Il faut ensuite des gens qui ont un savoir-faire d'animer ce type de lieu sur les aspects professionnels, mais aussi, entre guillemets, ce que j'appelle QVT, donc les concours de baby-foot et tutti quanti. Et donc après, des PME et des startups qui donc viennent s'inscrire dans ces lieux-là. Donc là, repère de l'industrie, il y a le besoin de monter, donc comme je disais, la culture des acteurs de l'écosystème sur c'est quoi le vocabulaire, les étapes, les besoins de l'amorçage industriel. Et donc là, avec BPI France, on a coécrit un livre qui sort normalement, si j'ai bien compris, à la fin du mois de juin, pour démocratiser à tous les acteurs ce vocabulaire-là. Donc ça, ce sera la phase start-up en industrialisation. Il y aura un deuxième livre d'ici la fin de l'année, PME ETI en transformation. Donc faire monter en compétence l'ensemble des acteurs. Et enfin, sur cet aspect démocratisation, il y a un point important aussi, c'est que l'innovation, il y a deux formes d'innovation, innovation de rupture, innovation incrémentale. Dans l'innovation de rupture, ce qui sont vraiment celles qui sont intéressantes pour dans l'aspect start-up disruptive, il y a 6 formes d'innovation de rupture. Et aujourd'hui, quasiment la seule qui est valorisée, c'est l'innovation technologique de rupture, alors qu'il peut très bien y avoir des formes d'innovation de procédés de rupture, d'usage de rupture, de produits de rupture, de business model de rupture, de marketing de rupture, comme Damien en est un très bon exemple. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il existe différentes formes d'innovation de rupture. C'est pas parce que c'est pas technologique que ça n'a pas de valeur. Voilà, donc ça c'est important. Et le dernier point, c'est de simplifier la lisibilité de l'écosystème réglementaire. À quelles normes, homologation, certification je dois répondre. Quand miraculeusement on a réussi à trouver, c'est avec qui réussir à le mettre en œuvre et à quel prix. Et donc pour ça, nous on pousse à ce qu'il y ait un guichet unique. Donc la French Tech en a 2 des guichets, mais pour l'instant il n'y en a pas un des 2 qui correspond vraiment aux besoins. Pour simplifier cette lisibilité, de toute façon il y a un gros travail à faire avec la DGCCRF et les DREAL, etc. pour simplifier quoi qu'il arrive notre schmilblick administratif français. Mais il y a un vrai besoin aussi de simplifier déjà l'accessibilité à ces gens qu'on ne connaît pas nécessairement quand on part de zéro. Sachant qu'il faut savoir que les produits industriels innovants, tout le monde les crée. C'est pas que les ingénieurs, c'est pas que les femmes, c'est pas que les hommes. J'ai une nana, elle est coiffeuse et elle a eu l'idée d'un produit qui permet d'éviter les TMS pour les coiffeurs. Clairement, c'est un truc, c'est génial. Elle est coiffeuse. Voilà. Donc, elle n'a pas fait l'école de commerce, elle n'a pas fait l'école d'ingénieur. C'est une nana, elle a dans son entourage, elle n'a personne qui peut l'aider. Et c'est une start-up industrielle avec une pépite à la clé d'innovation mondiale. Et donc ça, il faut le comprendre. C'est pas que les ingénieurs, c'est pas que les hommes, c'est pas que les, je sais pas quel âge. Ok, c'est tout le monde qui peut innover parce que l'idée, c'est de partir du besoin. On a compris votre message. Merci, Éléonore. Rapidement, pour conclure, Damien et Frédéric. Damien, vous êtes pour créer donc Bob, et puis vous allez lancer aussi en septembre prochain Joe, qui est un four made in France et écolo. Est-ce que vous vous êtes senti seul ou justement accompagné? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Éléonore, c'est vrai que nous, à l'époque, retour en 2016, l'écosystème, du point de vue industriel, était beaucoup moins développé. Les acteurs étaient beaucoup moins sensibilisés aux problématiques des entreprises industrielles, parce que moi, je me souviens, j'avais été à Station F au tout début, on était clairement des ovnis, puisque en fait, les startups numériques, elles ont juste besoin d'un bureau avec une connexion Internet. Quand on est une startup industrielle, il y a du BFR, il y a des infrastructures, il y a du foncier. Voilà, et tout ça, en fait, c'est des choses que les acteurs, y compris publics, et avec toute leur bonne volonté, ne voyaient pas. Et après, du point de vue écosystème financier, alors là, n'en parlons pas. Moi, c'est quelque chose que je souligne souvent. Il y a un problème aujourd'hui dans l'écosystème du financement en France, c'est que les gens n'ont pas les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes dans un fonds que personne a bossé dans l'industrie, que personne n'a mis les pieds dans une usine, etc., comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose? Moi, je me souviens, j'ai fait tout le tour des fonds des VC parisiens. J'ai vu des trucs, mais les gens ils me disaient, faut imprimer les bobs en 3D. Je leur dis, non, mais techniquement, c'est pas possible. Mais si, regardez Airbus, ils impriment des pièces en 3D. Oui, mais sauf que nous, c'est pas le prix d'un A380, notre lave-vaisselle. Donc voilà, et ça, c'est un vrai problème. En fait, ce qu'il faut, au-delà de
évidemment, il y a l'aspect financier et tout, mais c'est surtout changer les mentalités. Nous, en France, en fait, ce qui fait qu'on pêche derrière la Chine, derrière les États-Unis, c'est parce qu'il n'y a pas cette affinité technique qu'on va retrouver aux États-Unis et en Chine. J'ai été en Chine et pour moi, c'était quelque chose de life-changing parce qu'en Chine, tout va beaucoup plus vite qu'en France. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, aujourd'hui, c'est difficile de se lancer en France parce qu'en France, tout est lent. En 3 semaines, les Français vont mettre 3 semaines pour vous donner un devis. Les Chinois, en 3 semaines, ils ont fait les pré-séries, ils ont commencé la masse production. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé en Chine et on a tout rapatrié en France en intégrant à mesure les aspects économie circulaire, etc. Et Frédéric, vous avez été soutenu, accompagné rapidement? Oui, je vais faire rapidement. Je commence par être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous, quand on a commencé à aller voir des VC en parlant de métal, les gens, ils se pinçaient le nez et ils sortaient de la pièce. Je suis passé après Damien, je pense, dans tous les mêmes fonds d'investissement parisiens. La place était chaude, mais c'est très difficile. L'investissement en fonds propres responsable, c'est-à-dire avec une vision long terme, orienté projet, soucieux de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et pas seulement de la valorisation de sortie, mais d'une vision à long terme sur des fondamentaux d'une entreprise, sa profitabilité, sa durabilité en termes d'indicateurs. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui culturellement est un point de départ, même si c'est en train d'évoluer, assez éloigné des principaux VC, en tout cas que moi j'ai rencontrés. Pour passer sur l'aspect positif de l'accompagnement, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait, nous, si on n'avait pas été dans un écosystème qui est l'écosystème au sens large là, dans cette région Pays de la Loire. On a été incubé par une école d'ingénieurs, Centrale Nantes. Aujourd'hui, on est dans des locaux industriels de 600 mètres carrés qui ont été fournis en tant que pépinière par cette école. On a été incubé aussi par un incubateur public qui s'appelle Atlampol. On a été financé par des industriels, Airbus, Total, le public. Donc, je pense que la France est un paradis aujourd'hui, de ce point de vue-là, pour l'accompagnement dans les écosystèmes territoriaux, les sites d'enseignement supérieur et de recherche, les incubateurs, le jeu à la nantaise, ou à la bauloise si vous préférez ici, ou à la Saint-Nazaire si on veut, nous ça marche. Les grands donneurs d'ordre de la région nous ont dit « Ok, on vous libère des moyens, des ressources humaines pour vous accompagner dans la techno ». Donc il y a une grande partie qui est très forte, cet écosystème qui nous permet aujourd'hui d'être à l'endroit où on est. Si on avait dû faire ça dans un garage tout seul, on n'aurait jamais réussi. Ou alors il aurait fallu 10 fois plus d'argent auquel on n'avait déjà pas accès. Donc voilà, l'innovation start-up industrielle, c'est très difficile, c'est souvent sans filet. On parle de l'expérimentation dans les grands groupes. Il y a souvent un filet quand même pendant les grands groupes. Dans la start-up, l'expérimentation, à chaque fois, elle est... oui, c'est dangereux, c'est-à-dire que ça met en question la vie de l'entreprise à chaque expérimentation, mais c'est passionnant et on est bien accompagné, je trouve, dans cet écosystème-là et avec Ride pour le faire. Donc il faut se lancer vers l'industrie circulaire. Merci à tous les 4 d'être venus aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Clément pour sa prochaine table ronde. Merci à tous.